je vous souhaite la bienvenue au Sénégal, terre africaine de dialogue, de dignité et de résistance. Dal leen ak jàmm, bienvenue en paix, en vérité et en mission. Il y a 100 ans, en 1925, naissait à Fort-de-France un enfant auquel nul n'aurait pu prédire un destin si singulier. Frantz Fanon n'a vécu que 36 années, mais 36 années d'une intensité telle que le monde n'a pas encore fini d'en recevoir la secousse. Fanon fut martiniquais par naissance, français par contingence administrative, africain par lucidité, algérien par engagement. Et enfin, citoyen d'une humanité qu'il voulait reconstruire depuis ses ruines. C'est pourquoi, pour Fanon, la libération n'est pas un événement politique, c'est un processus thérapeutique. C'est un travail de désintoxication mentale. C'est la rééducation d'un peuple blessé pour qu'il cesse enfin de douter de lui-même. Il écrivait avec une lucidité qui glace encore aujourd'hui. Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un décor renouvelé. Et regardons-nous en face, cela n'a jamais été aussi vrai. Car l'Afrique, malgré ses indépendances, porte encore dans son inconscient collectif les cicatrices laissées par les siècles de domination. La peur de désobéir, la tentation de chercher la validation extérieure, la croyance que le savoir légitime est toujours celui qui vient d'ailleurs, comme disait Cheikh Anta Diop. La difficulté à rompre avec des institutions et des modèles qui ne furent jamais conçus pour notre dignité. Aujourd'hui encore, nous voyons combien la santé mentale, les traumatismes collectifs, les blessures invisibles du colonialisme et du néocolonialisme continuent de structurer nos destins. Car oui, il avait raison, l'indépendance politique n'a pas suffi. Elle a ouvert une porte, mais elle n'a pas brisé les murs. Elle a hissé nos drapeaux, mais elle n'a pas libéré nos économies. Elle a donné une existence internationale à nos États, mais elle n'a pas garanti la souveraineté réelle de nos peuples. Les mécanismes de dépendance ont changé de forme, mais pas de nature. Le colon est parti, mais la dette est restée. L'administration coloniale s'est retirée, mais les accords inégaux sont demeurés. Les gouverneurs ont disparu, mais les injonctions des institutions financières internationales ont pris le relais. Les frontières ont été rompues, mais nos monnaies sont restées arrimées. La forme a changé, mais la structure jamais entièrement. C'est pourquoi le combat continue. Fanon parlait de la décolonisation totale, pas symbolique. Totale. Il savait que la libération ne se joue pas seulement dans les capitales africaines, mais aussi dans les circulations transatlantiques, dans les solidarités diasporiques, dans la capacité des peuples noirs à parler d'une seule voix sur plusieurs continents. Il nous revient d'en tracer les contours monétaires, institutionnels, culturels, stratégiques. Il nous revient de comprendre que la souveraineté africaine se construit à Dakar, certes, mais aussi à Bamako, à Bobo-Dioulasso, à Saint-Louis du Sénégal, à Trinidad, à Atlanta, à Salvador de Bahia, à Londres et à Johannesburg, et partout ailleurs. Vient ensuite un front majeur de notre émancipation, celui de l'économie de la dignité. Aucune dignité n'est possible sans souveraineté économique. Et aucune souveraineté économique n'est possible sans souveraineté monétaire. Ce n'est pas une équation théorique. C'est la condition matérielle de l'émancipation que Fanon appelait déjà de ses voeux. Le franc CFA fut un instrument de stabilité, dit-on, mais surtout un instrument de contrôle, un outil conçu pour prolonger sous un vernis de coopération les réflexes de tutelle et de dépendance. Il a structuré nos politiques publiques, contraint nos stratégies, corseté nos ambitions, limité nos marges de manœuvre et, plus profondément encore, il a façonné nos imaginaires économiques. Il a installé l'idée qu'une monnaie africaine autonome serait un risque, un pari, voire même un luxe. Une monnaie servile ne produit qu'une mentalité servile. La réforme inachevée de l'éco
en est une autre. Une réforme annoncée pour tourner la page du CFA, mais qui, dans sa forme actuelle, n'auront véritablement qu'avec le symbole. Changer de nom sans changer de logique n'est pas une révolution. C'est un rebranding de la dépendance. La bataille pour la monnaie africaine reste un front majeur. Un front politique, certes, mais aussi un front culturel et psychologique. Car une monnaie, ce n'est pas seulement du papier ou du code numérique. C'est la matérialisation du pouvoir d'un peuple, la traduction concrète de sa capacité à décider pour lui-même. La preuve qu'il accepte de compter sur ses forces, ses ressources, ses institutions, et non sur la protection paternaliste ou les arbitrages lointains de notre centre. En tant que Premier ministre du Sénégal, je veux dire ceci, et devant vous, je veux le dire avec gravité, mais aussi avec une conviction inébranlable. Nous ne commémorons pas Frantz Fanon. Nous le continuons. Nous ne sommes pas ici Nous ne sommes pas ici pour déposer des fleurs sur une mémoire figée. Nous sommes ici pour reprendre le flambeau, pour avancer là où il a dû s'arrêter, pour transformer un héritage en action, pour transformer une pensée en politique publique, pour transformer une indignation en institution. Nous avons posé un premier acte fanonien, celui de dire non enfin à ce qui défigure l'État et trahit le peuple. Lorsque nous avons révélé la vérité sur les finances publiques, lorsque nous avons mis à nu les passifs cachés, les mensonges comptables, les dettes déguisées, les bilans maquillés, lorsque nous avons proclamé haut et fort notre droit à choisir nos alliances, nos partenariats, nos stratégies, nos amis et nos horizons, lorsque nous avons dit que le Sénégal ne serait jamais l'appendice géopolitique de personne, nous avons prolongé le rêve fanonien d'une Afrique qui s'autodétermine, d'un continent qui ne quémande plus, qui ne s'excuse plus, mais qui assume pleinement sa place dans le monde. Nous avons choisi ce triptyque simple mais exigeant, le Djoub, le Djoubel et le Djoubbanti, qui signifie droit, droiture et redressement. Droit dans notre rapport au peuple, droiture dans notre rapport à l'État, redressement dans notre rapport à l'histoire. Et si Dakar accueille cette rencontre, c'est parce que Dakar ne veut pas seulement comprendre Fanon. Dakar veut l'accomplir. Mesdames et messieurs, le colloque qui s'ouvre n'est pas un séminaire savant. Il est un moment politique, un moment de respiration et d'audace pour l'Afrique. Nous sommes réunis pour poser une question simple. Comment achever ce que Fanon a commencé? Tant qu'il y aura des peuples humiliés, tant qu'il y aura des damnés de la terre, tant qu'il y aura un vent de domination qui souffle sur notre continent, Fanon restera vivant. Mais tant qu'il y aura une jeunesse debout, tant qu'il y aura des luttes de dignité, tant qu'il y aura un souffle d'espérance dans les rues de Dakar, de Banjul, de Ouagadougou, de Bamako, de Port-au-Prince, alors son rêve d'une humanité nouvelle, libérée de ses chaînes anciennes, restera possible. C'est avec cette conviction, cette espérance, cette exigence que je déclare officiellement ouvert le colloque international du centenaire de Frantz Fanon. Je vous remercie de votre aimable attention.